Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux à cette rencontre autour du livre Comprendre la littérature de jeunesse, publié aux éditions L'École des loisirs. Alors, je remercie déjà les intervenants de cette rencontre, qui va être animée par Caroline, mesdames Valérie Santi et Vinciane Dana, ainsi que messieurs Daniel Delbracine et Björn Olaf Dozo, autrices et auteurs de l'ouvrage en question ce soir, ainsi que madame Nathalie Brisac, des éditions de l'École des loisirs, qui vont essayer, et je n'en doute pas réussir, à nous convaincre de l'importance de la littérature jeunesse dans le développement de l'enfant. Et qui dit développement de l'enfant, dit développement de la société. Et c'est bien là que cet ouvrage rejoint les objectifs de l'ASBL, les territoires de la mémoire, qui, pour celles et ceux qui ne le savent pas déjà, a pour mission d'effectuer un travail de mémoire et de lutter contre les idées liberticides, notamment en favorisant l'émancipation des citoyens et des citoyennes et en développant leur esprit critique. C'est pourquoi, au service bibliothèque et librairie, que je représente ce soir, nous vous proposerons dès la mi-septembre une exposition sur la littérature jeunesse insoumise, dont la présente rencontre est un avant-goût, une mise en bouche. Alors la littérature jeunesse, c'est une littérature qui montre la complexité de l'être humain, du monde, sa tendresse comme sa tristesse. Une littérature qui, par le texte et l'image, se fait à hauteur d'enfant, sans l'infantiliser. Une littérature qui offre l'opportunité de questionner la société dans laquelle on vit, une littérature qui fait faire un pas de côté aux lecteurs et aux lectrices, les obligeant à poser un regard différent, neuf, voire étonnant sur le monde. Et pas besoin de gros mots ni de choquer pour être insoumis. Notre exposition fera la part belle à ces livres qui interpellent politiquement, socialement, et qui abordent des sujets complexes sans tabou et sans être donneurs de leçons. Des livres qui posent des questions plutôt qu'ils ne donnent des réponses. Alors, notre exposition sera accompagnée d'autres activités, dont une que je peux déjà vous annoncer. Le 13 octobre, nous rencontrerons Loïc Boyer pour son livre « Les images libres », dessiné pour l'enfant entre 1966 et 1986 aux éditions Mémo. Et il sera accompagné d'Odile Flamand des éditions Cote Cote Cote, qu'on peut aussi lire Toc Toc Toc, qui lance fin mars, donc fin de ce mois, une nouvelle collection qui s'intitule Combat et qui est sous-titrée « Combattre maintenant pour construire demain ». Alors, je vais laisser de ce pas la parole aux auteurs et aux autrices que vous êtes venus écouter, mais je vais préciser un peu ce qui va se passer ensuite. Donc, après leurs interventions, vous pourrez leur poser quelques questions. Et ensuite, je vous invite à nous rejoindre dans l'espace rencontre de la bibliothèque, à côté de la librairie Stéphane Hessel, où vous pourrez acheter le livre, celui-ci, c'est un peu de publicité, et ensuite le faire dédicacer, s'ils le veulent bien, autour d'un verre de l'amitié. Alors, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée. Alors, vous voyez au-dessus de vous le livre qui est feuilleté, et pendant cela, je vous propose que les auteurs se présentent. On va commencer avec Valérie Santi. Bonsoir à tous. Donc voilà, je suis Valérie Santi, je suis maître assistante en langue française à la Haute École Charlemagne et plus spécifiquement professeure de littérature de jeunesse. Voilà, dans les 3 premières années du bac littéraire. Daniel Delbracine, j'enseigne la didactique au département de langue et littérature romane, ainsi que la littérature pour la jeunesse, qui est un cours à option dans la faculté de lettres. Donc moi, je m'appelle Vinciane Dana, je suis maître assistante à la Haute École Charlemagne, dans la partie économique, et j'étais journaliste spécialisée en littérature de jeunesse. Et Björn Olaf Dozo, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Liège, spécialisé en humanité numérique et en culture vidéoludique. Donc, je suis un peu payé pour jouer. Ok, on va commencer avec une question qui finalement poursuit la présentation des territoires de la mémoire. Dans votre livre, j'ai pointé une très belle phrase de Laurence Faron, directrice de la maison d'édition Talent Haut, qui dit qu'il n'y a pas de livre neutre, tous véhiculent une vision du monde. Alors j'avais envie de vous poser la question et j'avais envie de vous faire réagir par rapport à cette phrase. Vas-y, Daniel. Allez. Mais moi, je vais vous dire que c'est une question qui m'a souvent préoccupé par rapport notamment au roman pour la jeunesse. C'était cette situation quasi impossible dans laquelle étaient les auteurs qui auraient voulu faire passer, comme on dit, des messages,
qui auraient voulu, en quelque sorte, faire une littérature édifiante ou éducative, etc. Face à un public d'adolescents, ça n'est pas recevable, ça ne fonctionnera pas. Et pourtant, quand on analyse finalement les procédés qui fonctionnent très bien à l'intérieur de ces romans, on se rend compte que derrière des structures romanesques type roman d'apprentissage, roman d'initiation, etc., il y a toute une série de valeurs qui sont véhiculées et qui sont portées à la connaissance, qui sont mises en exemple, données en exemple aux jeunes lecteurs. Et je pense qu'on aurait grand tort de croire que cette littérature n'est pas porteuse d'une série de choses. On y transmet des valeurs, on y transmet des usages. Par exemple, dans le domaine de l'amour et de la sexualité, il me paraît très clair que le roman qui s'adresse aux adolescents est une espèce de propédeutique à l'expérience amoureuse. Il y a une espèce de volonté de donner des codes, de dire au lecteur, tu vois, c'est comme ça que ça se passe quand on, bien entendu, respecte certaines valeurs et principes. Et je crois que c'est très intéressant de voir que derrière, finalement, des apparences où on n'y touche pas, on ne va pas faire du prêchi-prêcha, il y a en réalité toute une forme de transmission qui est fondamentale et qui ne fonctionne pas, je pense, trop bien aujourd'hui, parce que les mécanismes de transmission intergénérationnelle sont un peu grippés sur toute une série de domaines, et notamment celui des usages en matière de sexualité. Moi, je vais peut-être reprendre la phrase qu'on s'était dite quand on a préparé l'interview, c'est que à partir du moment où un enfant, peu importe son âge, un adolescent, peu importe son âge, s'identifie à un personnage qui peut être très éloigné, même géographiquement de lui, qui vit à l'autre bout du monde. J'ai pensé à Petit Pays, par exemple, que j'ai adoré dernièrement. Et à partir du moment où on s'identifie à ce personnage qui vit en Afrique, qui a d'autres réalités, qui est en période de guerre et qui doit lutter contre ça, on ne peut pas passer à côté d'une forme de tolérance par la suite. C'est juste impossible. Et donc, forcément, bah oui, rien n'est neutre, parce que s'il y a un travail d'identification qui se réalise de la part du lecteur, à un moment ou à un autre, il va se trouver plongé, comme s'il était à l'intérieur du personnage même, dans des sentiments, dans des réactions, dans des traumatismes, et il va les vivre, et du coup, forcément, il sera probablement plus tolérant par la suite face à des amis qui pourraient être, ou à des connaissances qui pourraient être dans la même situation. Oui, je crois aussi qu'on peut dire que la littérature de jeunesse, la grande force de la littérature de jeunesse, c'est qu'elle est émancipatrice. Comme l'a dit Daniel, elle ouvre sur voilà, une espèce de récit initiatique, peut-être probablement dans le roman pour ados, où on va faire l'expérience avec un héros de quelque chose, et où le lecteur, par miroir, par un jeu de miroir, va aussi faire cette expérience-là. Mais aussi dans l'album pour les tout-petits, quand on parle de différence, quand on parle de tolérance, quand on parle de féminisme, parce qu'il existe des livres féministes pour les tout-petits, oui. Ben voilà, on apprend aussi plein de choses à l'enfant, on l'éveille au monde, on le fait grandir. Donc je pense que c'est vrai qu'aucun livre, ça je pense que vous serez d'accord avec moi, n'est neutre, mais aucun livre n'est neutre tout court. Pas uniquement en littérature de jeunesse, il y a toujours quelque chose qui est véhiculé. Mais là où c'est important, c'est qu'il y a quand même une certaine forme de responsabilité vis-à-vis de son public, et l'auteur, en tout cas tous ceux qu'on a rencontrés, et les éditeurs aussi nous l'ont répété, c'est que tous ces auteurs, ces éditeurs, tous les médiateurs en fait de la chaîne du livre jeunesse se sentent responsables et ont envie vraiment de faire grandir l'enfant, l'adolescent et de l'émanciper. C'est peut-être ce qui différencie, je pense, la littérature de jeunesse avec la littérature générale, quoique elle est aussi, oui, émancipatrice, mais elle est aussi divertissante. N'allez pas si vite, Madame Senti, on y viendra. J'avais une question d'ordre, là, peut-être un peu plus général. Björn, tu voulais intervenir aussi ? Non, vas-y. Okay. D'ordre vraiment là, plus général. Oui. Juste ajouter un truc, c'est que, en fait, c'est la question de l'engagement, et les auteurs sont des êtres engagés, comme vous l'avez été aussi pour écrire ce livre. C'est vraiment quelque chose qui vous est, comment dire, au fond de vous depuis très, très, très longtemps. Et c'est donc l'engagement, forcément, qui fait qu'il n'y a pas de neutralité dès qu'on s'engage. Eh bien, de fait, les livres sont engagés. Voilà. Ça vient des auteurs, en fait, comme ce que vous avez fait là. Merci.
La question vraiment d'ordre général, c'est un peu d'où est venue cette idée de créer un MOOC, parce que finalement votre projet commence avec le MOOC. D'où est venue l'idée et comment est-ce que vous avez mis toutes les choses en place pour créer ce beau projet? Donc en fait, au départ, moi j'étais donc journaliste pour un magazine en ligne qui s'appelait Culture à l'époque à l'Université de Liège, et on m'avait commandé un article sur la formation des maîtres en littérature de jeunesse. Et donc j'étais allée trouver Daniel, avec qui on avait eu cette longue discussion, et Daniel me disait, mais en fait il n'y a plus de formation des maîtres à proprement parler, il y a un cours qui se donne ici à l'Université de Liège, il y a parfois, plic-ploc, quelques cours qui se donnent dans d'autres universités, et puis sinon les gens se forment par eux-mêmes. Et donc à la fin de cette conversation, on s'est dit, il y a un manque cruel qu'il faudrait combler, mais malheureusement le combler c'est hyper compliqué, parce que c'est forcément des gens qui sont déjà enseignants, c'est forcément des gens qui travaillent, auxquels on ne peut pas demander de prendre un congé pour aller suivre des cours, parfois ça arrive, mais c'est compliqué. Donc pendant cette conversation, je dis à Daniel, en fait, tu sais ce qu'on devrait faire, Daniel? On devrait faire un MOOC. Et un MOOC, Daniel, à l'époque, c'était pas du tout courant. Hein. Et donc, Daniel me dit... Tu m'as expliqué ce que c'était. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai expliqué à Daniel ce que c'était un MOOC, donc Massive Online Open Cursus, un cours en ligne massif, généralement gratuit, des vidéos, des gens qui suivent ça depuis chez eux, depuis leur cuisine, depuis leur chambre, depuis leur bureau, à toute heure du jour et de la nuit, sur n'importe quel fuseau horaire. Et Daniel me dit, oui, c'est une bonne idée, mais tu t'imagines le boulot. Et donc, Björn est arrivé quelques mois, années après. Un an. Un an. Je crois que ton interview, c'était 2015 et que le projet a été rendu en 2016, c'est possible. Et donc, l'Université de Liège, à ce moment-là, s'était mis en tête de produire 3 projets pilotes de MOOC. Et donc, Björn me dit, pourquoi est-ce que l'idée que vous avez eue avec Daniel, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour de vrai? Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ça en place? Et donc, on a rendu un dossier. Alors, évidemment... Innocent qu'on était. Innocent qu'on était, enthousiaste. Et inconscient. On n'avait pas imaginé la charge de travail, évidemment. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui n'est pas dit, c'est au-delà de la préparation des capsules vidéo, de la scénarisation, de l'apprentissage à parler devant une caméra, des nombreuses prises, reprises et éditions du montage vidéo, il y a aussi la création d'une communauté. C'est-à-dire qu'un MOOC, c'est aussi une expérience collective, une expérience collective médiée par le numérique. Et donc, il y a eu toute cette volonté, comme on était au tout début de ce qu'était un MOOC et qu'on ne voulait pas se limiter à juste une transmission d'informations, mais aussi une co-création, en fait, de créer un dispositif qui permettait l'échange. Alors, ça a été via des forums, ça a été via des exercices collégiaux, ça a été via toutes sortes de modalités de participation. On a même fait une émission radio avec des questions à la fin. Bref, on a expérimenté. Et la sauce a bien pris. Ça a été très chronophage d'animer cette communauté la première session, à tel point que pour les sessions suivantes, on a diminué la voilure, je veux dire. On a essayé de la rendre autoportante, pour filer la métaphore marine. Et donc, tout l'enjeu, ça a été malgré tout de créer une forme de passation entre pairs, d'accompagnement entre pairs, qui a été particulièrement fonctionnel pour le MOOC en littérature jeunesse. Depuis lors, l'Université de Liège, et je terminerai là-dessus, s'est lancée dans une politique massive de développement de MOOC, sous l'impulsion de ses autorités et grâce à une cellule de création particulièrement brillante, je le dis de manière tout à fait neutre, mais il me semble que la communauté qui s'est créée autour du MOOC littérature jeunesse est une communauté très spéciale. Je crois que c'est en partie dû à l'engagement que cette littérature peut susciter, et il me semble utile de lui rendre hommage ici aussi. Et moi, je voudrais juste clôturer sur le fait que si on avait juste dû se lancer dans le délire tous les deux, ça aurait juste été pas possible. Et donc, Valérie et Daniel ont été le cadre parfait
le contenu, la création de contenu, l'enthousiasme. Ils ont juste été une équipe vraiment incroyable, avec laquelle on s'est extrêmement bien entendu, avec laquelle on ne s'est jamais disputé, ni un mot plus haut que l'autre. Donc ça, c'était aussi un énorme travail à quatre. Tout le monde a fait des travaux de groupe dans sa vie, je pense, ici dans la salle, et tout le monde a dû avoir au moins une fois une expérience un peu compliquée, mais c'est le meilleur travail de groupe qu'on ait pu réaliser. Je pense que c'est ce MOOC. Donc vraiment merci à tous les quatre. Et alors, donc là, on parle du MOOC, mais aujourd'hui, vous êtes là pour présenter votre livre. Oui, moi, j'aurais envie de dire que ouais. le MOOC, il est toujours vivant. Ah. Au sens, il est pour le moment encore diffusé, et on va pouvoir y découvrir un nouveau module qui portera sur le conte. Et donc, là, il y aura 7 capsules, un quiz, peut-être encore d'autres activités, je ne sais pas. Mais il sera essentiellement axé, dans un premier temps, sur le conte de tradition populaire, et dans un deuxième temps, sur les réinterprétations contemporaines du conte. Et je pense que c'était un peu la pièce manquante au dispositif qu'on aurait voulu mettre au point. Et on est très content de voir que, mon Dieu, dans les semaines qui viennent, ce nouveau module sera disponible. Donc même si vous avez vu le MOOC, eh bien, il y a encore du neuf à y découvrir. Voilà. En tout, jusqu'à présent, on est à 35 000 personnes aux 4 coins du monde. On a eu un message du Chili la semaine dernière, Val, États-Unis, Canada, vraiment les 4 coins du monde. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui vous a fait... Enfin, c'est quoi l'envie, là, Est-ce que c'est une transposition? Est-ce que c'est un prolongement, votre livre? D'où vient cette idée d'amener ce bouquin? Au départ, donc, quand on a terminé la première session du MOOC, j'ai dit à mes très chers camarades, tout de suite, il faut en faire un livre. Mais évidemment, on parle de littérature, on aime quand même bien le support papier, avec tous les charmes qu'il a, et ils étaient un peu frileux au départ. Honnêtement, mais oui, t'es sûr, mais bon, enfin, mais qui, quoi, comment, ça va pas marcher, ce sera quoi un manuel scolaire, ce sera quoi, etc. Je dis, je ne sais pas, mais je suis persuadée qu'avec le public qu'on a voulu cibler, il y aura un répondant. Je suis persuadée de ça. Donc nous voilà, j'en parle à Vinciane, qui finalement se laisse assez rapidement convaincre. Et puis j'en parle à Björn et Daniel, un peu plus frileux, mais finalement ça fonctionne quand même. Bon, pourquoi pas, ok, bon, je pense que... Voilà. Et puis il fallait encore trouver un éditeur, et voilà, quelqu'un qui accepte, on va dire, de jouer à ça avec nous. Et donc on envoie un petit mail à Nathalie, avec beaucoup d'espoir, en se disant, mon Dieu, l'école des loisirs, c'est quand même le top. En n'y croyant pas trop, en espérant beaucoup, voilà. Et Nathalie nous répond tout de suite, mais quelle bonne idée. Donc évidemment, on ne se sentait plus. Hein. Mais rappelle-toi, Valérie, vous étiez venue interviewer Louis Delas pour le MOOC, et moi-même aussi. Ouais. Du coup, forcément, c'était intelligent de votre part, parce que du coup, nous, on a suivi l'école et loisirs, a suivi votre MOOC, et a demandé aux salariés de suivre, et on a vu cet envol et cet intérêt énorme. Donc du coup, après, c'était assez logique qu'on ait envie d'en faire un livre. Vous aviez bien préparé le terrain quand même. Oui, c'est vrai qu'on avait bien préparé. On a été stratégique quand même là-dedans. Hein, c'est pas mal. Hein. Moi, j'avais une inquiétude avant que vous ne donniez votre accord. C'est que pour moi, il fallait que si ouvrage il y avait, l'ouvrage ne soit pas moins attrayant sur le plan graphique que ne l'avait été le cours en ligne. Le cours en ligne qui est, je pense, assez bien illustré. Je n'imaginais pas un ouvrage qui ne soit pas riche en termes d'illustration. Et donc, il fallait forcément un éditeur sensible à cet aspect des choses. Et bon, je dois avouer que votre nom m'a rassuré. Oui. Il y a plein d'images dans le livre quand même, parce que Manon Lalouelle, qui s'occupait des demandes iconographiques, ça a presque été le plus difficile, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on ne peut pas publier comme ça des illustrations sans faire une demande de droit, et que de fait, on attendait, il y avait quoi, 180 demandes de droit à attendre, et puis ça changeait aussi forcément les exemples, parce que si l'éditeur concerné nous refusait les droits d'illustration, forcément, le texte, parce que c'est un rapport texte-image, quand même un peu comme un album, allait en être modifié. Donc ça a été la partie d'ailleurs la plus importante et la plus difficile, faite par Manon Lalouelle.
Et c'était aussi la partie qui nous a inquiété le plus quand on a voulu proposer le projet à des éditeurs, c'était de se dire, est-ce qu'un des éditeurs acceptera de publier tous les autres? Et est-ce que tous les autres accepteront d'être publiés chez celui qui aura été choisi et qui aura accepté le projet? Et c'était finalement ça, la question la plus délicate à soulever, mais Manon a fait ça comme une chef. Et Pour nous, ça, c'était pas trop délicat. C'est vrai? Non, Ça m'inquiétait vraiment. pas du tout. Enfin, je crois que Louis Delas a dit qu'il y avait 2 personnes dont il voulait quand même pas trop qu'on en parle. Excusez-moi. Mais finalement, d'ailleurs, on en a parlé. Vous en avez parlé quand même. Et tout est passé, finalement. Non, c'est pas forcément ça qui était le plus difficile. Le plus difficile, c'est que à l'école des loisirs, on n'avait jamais publié d'ouvrage pour les adultes et pour les enseignants. Enfin voilà, pour la jeunesse qui. C'est un défi pour vous aussi. Vous êtes sorti également de votre zone de confort, finalement, en publiant un ouvrage qui Oui. n'était qu'un apax dans votre catalogue. Après, Michel de Fourny, très gentiment, depuis plus de 20 ans, je ne sais même pas, Maurice, même plus, beaucoup plus, alors voilà, parce que heureusement que Maurice Lemray est là, publier et nous aider à publier des documents écrits par Michel de Fourny et des conférences fabuleuses, mais qui étaient offertes gracieusement, qui étaient gratuites. Donc, de fait, là, c'est la première fois que c'est un objet qui est payant. Enfin, voilà. C'est là. Alors, on savait faire, mais on ne savait pas si on savait faire l'objet destiné à être commercialisé. C'est ça qui nous a aussi un petit peu questionné. Est-ce que le public serait là? Et on savait aussi qu'en s'appuyant sur votre communauté et sur, évidemment, voilà, vos étudiants, ça allait être plus facile. Donc vous êtes les premiers d'une longue série parce que depuis, vous nous donnez envie. Et on espère qu'il y aura d'autres livres à destination justement des médiateurs adultes. On va faire une toute petite parenthèse pour saluer Michel qui est là sur l'écran, Ah. et qui nous voit, et saluer et remercier aussi Maurice Lemray qui est là, qui est le directeur de Pastel, donc c'est la branche belge de l'école des loisirs. Oui, je pense la régie va nous lancer une petite vidéo, si je ne me trompe pas. Dans ce module sur le conte, nous allons nous pencher sur les grands recueils, ceux de Perrault et de Grimm, mais aussi sur les collecteurs qui ont rassemblé des récits du monde entier. Nous verrons enfin comment la culture états-unienne recycle ses matériaux, au point que nous perdons le contact avec les versions anciennes. Mais pour commencer, nous allons revenir sur ce que les folkloristes appellent la tradition orale populaire. Avant la généralisation de l'imprimé et de l'alphabétisation, la culture se transmettait de bouche à oreille, de génération en génération, car l'écrit était réservé à une toute petite partie de la population. Un immense réservoir de récits venus du fond des âges se diffusait à voix haute, porté par des raconteurs qui gardaient tout en mémoire. C'étaient des légendes, des chansons, des contes, des fables, des récits épiques. Pensons à Homère. Aujourd'hui, tout est entré dans l'écrit, et cette tradition orale a quasiment disparu. Le conte s'était tu, comme le remarquait Michel de Fourny. On va devoir faire la passe sur la moitié des questions, étant donné qu'on a un timing assez serré. Et donc, je vais vous poser une question qui, moi, m'intéresse vraiment particulièrement. C'est, j'aimerais que vous nous expliquiez brièvement. Non, pas du tout. J'ai envie de savoir ce qui vous a fait entrer dans la littérature de jeunesse et peut-être parfois ne pas en sortir pour certains d'entre vous. Qui se lance? Oui, je vais commencer puisque je suis sans doute le premier à y être entré de nous quatre. Hein. Donc, voilà. Alors, bon, moi, j'ai un souvenir assez précis, c'est celui d'avoir été client, avec ma mère, bien entendu, en 1972, j'avais 13 ans, de ce qui était, je crois, la première librairie jeunesse en Belgique francophone, peut-être une des premières dans le monde francophone, 1972, l'île ouverte à Verviers. J'y ai découvert une collection de romans historiques, ça s'appelait Plein vent chez Robert Laffont, et je vais dire, ça fascinait le gamin que j'étais à l'époque, et je dirais que c'est sans doute là que m'est venu le goût de la lecture, avec tout ce qui a pu suivre par la suite. Merci. Bien.
Moi, tout est de la faute de Vinciane. C'est toujours comme ça. Et un peu des enfants. C'est-à-dire que Vinciane, donc, pour ceux qui ne savent pas, on est mariés, a fait son mémoire sur la littérature jeunesse, à l'époque où ce type de discours critique et savant et universitaire était plus rare. Et ça a été pendant un moment un genre d'horizon que je voyais au loin, et puis dans lequel j'ai plongé complètement grâce aux enfants et aux albums qu'on a lus pendant des années, qu'on continue à lire, moins des albums maintenant, mais chaque soir, et qui a tissé un lien très très fort entre nous, et qui leur a permis aussi, je crois, de découvrir toute une série de réalités souvent complexes, mais par le biais de la voix paternelle ou maternelle qui leur racontait ce qu'ils voyaient comme illustration dans le livre. Donc voilà, c'est vraiment du côté pratique avant le côté critique que j'ai découvert, enfin grâce auquel j'ai découvert la littérature jeunesse. Donc Björn a répondu pour moi, donc je ne répondrai pas. Voilà, 5 minutes de gagner. C'est pour éviter. Toi, tu peux peut-être nous dire pourquoi tu n'en es pas sorti. J'en sais rien. En fait. J'en suis pas sortie. Je ne lis quasi que ça et je ne sais pas pourquoi. Donc, parce que c'est ce qui me plaît le plus. Est-ce que tu es une enfant ? Probablement. Valérie ? Alors, moi, 2 anecdotes. À cause de Vinciane aussi, en fait. C'est la base de tout. Je me souviens, on était en Romanne, à la bibliothèque des Romanes. Et un jour, elle déboule comme une furie à la bibliothèque. Elle me dit, Val, il faut absolument que tu lises un truc, etc. C'est génial. Oui, oui. Et elle me balance comme ça le premier tome d'Harry Potter. Et je regarde, je fais, mais c'est un livre pour gosses, avec toute la condescendance, voilà. Et elle me dit, mais oui, mais tu verras, c'est super, etc. Il faut absolument que tu lises. Et donc, effectivement, j'ai le premier tome, et là, vraiment, je trouve que c'est vraiment très bien. Et puis alors, quelques années après, j'arrête pendant un petit moment d'enseigner, et je travaille dans le privé, je suis engagée dans une librairie jeunesse, La Parenthèse, je suppose que tout le monde connaît ici. Et un peu par hasard, j'avais postulé dans plein de librairies, etc. Et voilà, j'ai été retenue dans une librairie jeunesse. Et c'est vrai qu'au départ, j'y allais pas avec des pieds de plomb, mais en me disant... Et puis là, voilà, ça a été le coup de foudre, je crois. Chantal Session, je ne sais pas si elle est là ce soir, mais je pense pas. Je pense pas que... Voilà, m'a tout appris, comme on dit. Elle m'a littéralement... Enfin, je me souviens d'avoir vraiment... Je me suis vraiment dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas parlé de ça avant, quoi ? Comment ça se fait que je sois complètement passée à côté, alors que c'est tellement riche, c'est tellement esthétiquement beau, tellement littérairement recherché, etc. Donc voilà, j'ai vraiment eu une forme de basculement. Évidemment, Caro était ma collègue à La Parenthèse, donc on partageait cette passion commune. Et donc après, je suis retournée à l'UNIF, au cours de Daniel, au cours de Michel, pour un petit peu me perfectionner là-dedans. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec cette littérature. Moi, j'aimerais bien savoir, Nathalie. Je suis désolée, je sais mon temps de parole. Moi, je suis tombée dedans, je crois que j'avais 3-4 ans. Donc, c'est pas en tant que maman, c'est en tant qu'enfant que les émotions étaient tellement énormes. J'étais une très grande lectrice de 4 à 10 ans. Après, l'école m'a assez dégoûtée, donc après, j'ai plus lu. Mais du coup, c'est pour retrouver les émotions que j'avais petites. Et du coup, y rester. Enfin, les retrouver. Mishka, tu sais. Tu vois. Merci. Dans le bouquin, vous évoquez à un moment donné la censure. Vous expliquez vraiment toutes les étapes qu'il faut entre finalement le moment où le livre est là et le moment où il arrive à l'enfant ou au lecteur. Et je voulais vous poser la question à vous, déjà peut-être en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant qu'acheteur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pratiquer une forme de censure, alors qu'elle soit justement en classe, par rapport à vos étudiants, à vos élèves, même en tant que parent, ne pas acheter un livre ou un autre, par rapport au vocabulaire aussi, au texte que vous auriez pu modifier au moment où vous racontiez une histoire, et même au niveau de la thématique. Moi, j'aurais envie de dire que nous censurons tout le temps, en réalité. C'est simplement, on a parfois une vision très étroite de la notion de censure, en considérant que c'est une intervention de l'État dans le secteur du livre. Mais moi, j'en ai plutôt une définition plus large, parce que cette définition étatique est une définition très européenne.
Quand on va par exemple aux États-Unis, on se rend compte qu'il n'y a pas d'intervention centrale. Ce sont les acteurs du champ qui censurent uniquement. Et c'est extrêmement puissant, et parfois même beaucoup plus fort qu'en Europe, où il y a des instances, je dirais, politiques ou étatiques, qui sont chargées de cela. La situation de la France et de l'Allemagne est d'ailleurs assez comparable de ce point de vue. Et donc, on est en jeunesse avec une littérature qui, en démocratie, et je le disais en parlant avant la séance avec notre hôte des territoires de la mémoire, en démocratie, on considère normal de censurer la littérature à l'adresse des enfants et des adolescents. Et si on le considère comme normal, c'est pour la raison habituelle, c'est pour leur bien, comme on dit. Hein. C'est ce que disent d'ailleurs tous les censeurs de tous les pays et de tous les États. Hein. Je suis sûr que Poutine censure l'information pour le bien des Russes aujourd'hui. Donc, je veux dire, c'est toujours le même argument. Mais je crois qu'il faut se rendre compte aussi qu'il y a un autre paramètre que j'ai essayé de mettre en évidence dans mes recherches, c'est la notion de respect du lecteur. À un moment donné, il y a en littérature de jeunesse quelque chose qui va aller heurter le lecteur, qui pourrait provoquer chez lui vraiment une forme de déstabilisation, de traumatisme, vraiment quelque chose de problématique. Et donc, il y a forcément, dans les acteurs de toute la chaîne du livre, de l'auteur jusqu'au prescripteur, le parent ou l'enseignant, ou le bibliothécaire ou le libraire, à la fin, hein, mais tout le monde est préoccupé d'une seule chose, c'est de veiller à respecter les lecteurs. Et donc, il y a un domaine de la censure qui a été assez amusant à étudier, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'amour et la sexualité. Comment est-ce qu'on fait dans les romans pour adolescents? Les adolescents n'ont qu'une envie, c'est qu'on leur parle de ça. Et comment est-ce qu'on fait pour aborder cela en des termes que les adultes vont juger adéquats? Mais ce n'est pas du tout évident. Hein, c'est pas du tout évident. Mais pourtant, cela se fait. Et on voit bien que les lignes de ce qui est censuré ou de ce qui ne l'est pas changent avec les sociétés elles-mêmes. Je vais donner un exemple, c'est l'homosexualité. Si vous allez voir dans le roman allemand ou suédois, vous avez des romans du coming out déjà dans les années 80, à l'adresse de la jeunesse, donc en 1980. Les premiers romans du coming out en français, c'est au XXIe siècle, vers 2004-2005, par là. Les personnages homosexuels sont des personnages secondaires, à l'arrière-plan, mais ce n'est jamais le héros principal. Et donc ça, il y a vraiment quelque chose qui trace une différence entre des pays, des sociétés qui ont, je dirais, des idées différentes à un même moment. Et la censure n'est pas la même, ce qui peut être dit n'est pas le même d'un côté à l'autre du Rhin, par exemple. Et justement, en tant qu'enseignant, toi, à tes élèves, est-ce que ça t'est arrivé de ne pas choisir un tel roman dans l'imagination que les parents allaient peut-être venir te gronder ou ne pas être d'accord J'ai exercé comme enseignant dans le secondaire pendant 35 ans. Et donc j'ai été très souvent prescripteur de lecture. Et il y a un roman que je prescrivais régulièrement, c'était Sous le règne de Beaune, qui est un roman d'un auteur américain, Banks, Russell Banks, donc Sous le règne de Beaune, qui est en fait un roman qu'on pourrait qualifier roman d'apprentissage, roman initiatique, un roman de la recherche du père, la quête du père, mais qui est en même temps un roman de la découverte des stupéfiants. C'est un gamin qui rencontre un vieux rasta qui a un rapport à la consommation de marijuana qui est, on va dire, relativement apaisé. Et il y a vraiment toute une construction de la relation entre ces deux personnes. Mais bon, je me suis souvent demandé si je pouvais donner ce roman à lire. Okay? Mais je l'ai fait. Hein? Maintenant, si je l'ai fait, c'est aussi parce que je pense que ce roman contenait ses propres dispositifs de protection du lecteur. C'est-à-dire qu'on ne présentait pas l'usage de stupéfiants comme la solution, mais on en présentait aussi les problèmes. Vous voyez, donc il y avait une espèce d'honnêteté et une volonté de tenir le lecteur à distance. Il y a des procédés d'ailleurs que j'explique, je crois, dans une capsule du MOOC, pour tenir le lecteur à distance et le protéger. Et donc vous voyez qu'on peut à ce moment-là vraiment faire
quelque chose d'audacieux, aborder des sujets qui seraient des sujets tabous, tout en veillant à la protection du lecteur. Et ça, c'est plutôt sous l'aspect formel dans l'écriture. Chose à laquelle les gens qui crient au scandale ne sont très peu sensibles. Quand vous avez des scandales en littérature de jeunesse, c'est généralement parce que des prescripteurs disent « Ah, on a parlé d'eux ». Et moi, je dis toujours « Oui, mais on en a parlé comment ?» Est-ce que la manière dont on en a parlé est une manière qui protège ou non les lecteurs? Ça, c'est la vraie question à mon sens. Et est-ce qu'en tant qu'enseignant, tu n'avais pas quand même tout autour de ce roman une discussion? Oui. Évidemment que oui. Donc, la censure, c'est de ne pas... Enfin, il y a une différence entre balancer un roman comme ça qui peut avoir des sujets compliqués et des manières d'aborder... Le problème, c'est qu'il faut débriefer, évidemment, pour le dire très simplement. Mais c'est tout le rôle des médiateurs, en fait, que vous soulignez oui. là. C'est l'accompagnement. C'est que à chaque fois, un livre n'est quand même, en général, pas donné à un enfant sans qu'il y ait... Enfin, il ne devrait pas, sans qu'il y ait échange et discussion et pourquoi et réponse aux questions. Donc, c'est tout l'accompagnement qui aide à ça. Après, excusez-moi, mais Oh Boy, Marion Muraille, c'est pas 21e siècle. Oh Boy de Marion Muraille... C'est pas le 21e siècle. C'est l'exception qui confirme la règle. Non, mais je vais défendre la France un peu. Pardon? C'est pas le personnage principal. C'est pas un roman du Comilla. Comilla, par exemple... Prends ton micro. C'est une histoire de point de vue, comme dans la littérature, et c'est intéressant d'en discuter après. Mais j'ai pas le même point de vue. Bien, tu voulais dire quelque chose? C'est pas moi qui aurais dépassé, je tiens à le dire. Je vais poser peut-être une dernière question, d'accord ou pas? Ah, on peut. Okay. Vas-y. Alors, quelqu'un de très célèbre qui s'appelle Nathalie Brisac a répondu à l'interview dans le livre, évidemment, et elle dit « La littérature, c'est une amie, quelque chose qui aide les jeunes à comprendre qui ils sont, à s'accepter, à s'aimer, à rêver, à quitter le monde réel, bref, à grandir. » Moi, j'ai été transportée par cette phrase et je me demandais, ben voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ne faites pas la fausse modeste. Oui, nous, on peut rebondir là-dessus. En coulisses, tu m'as dit que l'intérêt de cette question serait de demander ceux que, justement, les enfants vers lesquels on n'arrive pas à mener vers les livres, comment est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est plus intéressant parce que c'est une vraie problématique, mais cette phrase-là, enfin, je trouve, hein, mais bon. Valérie voulait quand même répondre, je crois. Ouais. Voilà. On va laisser Valérie, puis on rebondira exactement comme je te l'ai promis. Oui, bah c'est clair que c'est une littérature qui aide à grandir, etc. Enfin, moi, je le constate tous les jours. Et c'est une littérature aussi qui, parfois, par des chemins détournés, s'adresse à l'enfant, mais d'abord prioritairement à l'adulte aussi. Quand on parlait de la médiation, le choix, il est toujours quasiment, je dis bien quasiment, pas tout le temps, etc. Les grands ados choisissent leur lecture aussi. Mais on va dire pour les plus jeunes, la présence du médiateur, le médiateur fait un choix souvent, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en fonction de lui-même et en fonction de ce qu'il a comme idée de son enfant ou de l'enfant ou des élèves qu'il a en classe. Il y a déjà une distorsion phénoménale ici. Donc généralement, dans le livre jeunesse qu'il va choisir pour son enfant, pour ses étudiants, pour ses élèves, il y a déjà quelque chose qui lui parle à lui et quelque chose qui ne va peut-être pas parler non plus à l'enfant ou à l'adolescent auquel il le destine. Donc c'est une situation extrêmement compliquée, je trouve, parce que finalement, ce support-là va autant parler à l'enfant qu'à l'adulte. Et moi, il y a vraiment énormément d'albums pour les plus jeunes que j'adore, mais vraiment j'adore. Et quand je les lis avec plein d'enthousiasme, en montrant ce que j'ai acheté à mes enfants, ils ne veulent même pas l'ouvrir. Enfin, voilà, le deuxième, voilà, parfois il me dit non, et puis parfois des livres au contraire où je dis non, et si, bon, bah d'accord, ok. Donc voilà, il y a quand même ce processus de médiation. Alors avec ses enfants, on agit différemment qu'avec ses étudiants, bien évidemment, mais pour les étudiants, c'est différent, et on rejoint la question à la fois de l'ouverture, d'émancipation, de l'intérêt, et puis aussi de la transposition, parce que moi j'ai des étudiants qui vont être professeurs. Donc il y a une double médiation là, il y a un double choix. Il y a d'abord mon choix à moi, va-t-il plaire à mes étudiants? Est-ce que ces étudiants-là vont garder ce choix-là pour leurs propres élèves? Donc c'est une situation très compliquée. Je ne réponds pas du tout à la question, mais... je veux bien rebondir sur la partie amie, en fait, parce que je pense que c'est de ça que tu parles. En fait,
on évoque effectivement le fait que la littérature peut être une amie, mais on sait très bien que la littérature, elle est une amie pour les enfants qui aiment la lecture et avec laquelle ils sont familiers et ils ont noué une relation. On sait très bien aussi que ce n'est pas le cas de tout le monde, pour plusieurs raisons. Soit parce que c'est des enfants qui n'ont pas accès aux livres, c'est-à-dire que c'est un truc bizarre qui n'existe pas chez eux, pour plein de bonnes raisons parfois. Et donc, dans ce cas-là, ça ne peut pas être leur ami, puisqu'ils ne se fréquentent pas. Et puis, il y a aussi cette autre catégorie qui sont les enfants, qui en fait sont ce qu'on appelle les publics empêchés. Et donc, les publics empêchés, c'est quoi? C'est les enfants qui ont des problèmes de dyslexie, c'est des enfants qui sont aveugles, c'est des enfants qui, de manière physique, ont quelque chose qui les empêche de faire en sorte que la lecture soit leur ami. Et donc, là, pour nous, et dans le numérique, moi c'est la partie dont je me suis occupée dans le MOOC et dans le livre, le numérique a un énorme travail à faire et qu'il fait plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de techniques, de livres, de pratiques numériques qui permettent à ces enfants-là de pouvoir être amis avec la littérature quand même. Et donc, on peut considérer qu'on a un enfant dyslexique qui écoute des livres audio 24 heures sur 24 parce qu'il adore ça et que la littérature est son ami malgré le fait que la lecture soit difficile. Et donc, il faut arriver à détacher en fait le rapport entre livre, lecture et littérature. On peut être un grand passionné de littérature et avoir de la peine à lire parce qu'on a des problèmes physiques et qui empêchent la lecture. Je suis entièrement d'accord, mais vraiment plus qu'entièrement. Et d'ailleurs, hier, le Centre national du livre a sorti une enquête. Elle est en ce moment sur leur site depuis ce matin. Et 31% des jeunes, 8-15 ans, vont vers la lecture en passant par l'écran parce qu'ils ont vu un film, une vidéo, quelque chose qui leur a donné envie d'eux. Donc c'est évidemment une grande aide. Il ne s'agit pas d'être anti-écran ou contre, mais quand l'écran permet aux enfants d'aller vers la fiction narrative, d'aller vers le livre, c'est vraiment bienfaiteur. Donc tu as entièrement raison. Je me permets de conclure sur ce point-là en disant que c'est exactement le point de vue qu'on défend à la fin de l'ouvrage, en mettant en avant les liens spécifiques que la littérature entretient avec d'autres médias comme vecteur de fiction. Et tout l'intérêt, c'est de ne pas créer de hiérarchie entre ce qui serait noble et ce qui ne le serait pas, mais plutôt d'essayer de créer des circulations, des ponts, et une capacité à offrir à l'enfant un panel de dispositifs dans lequel il peut piocher et dans lequel il peut circuler à son rythme. Et ça, il me semble que c'est important de dédramatiser une hiérarchie culturelle qu'on a généralement intégrée via l'école pour permettre justement une plus grande liberté, une capacité à dompter ce qui nous plaît et donc à ne pas se nier soi-même à travers ce qui nous serait imposé. Moi, j'aurais voulu dire quelque chose à propos du livre audio parce qu'il y a un an, on m'a demandé, c'est la revue française Lecture Jeune, qui est une revue excellente qui scrute en fait, on va dire, les cultures adolescentes. Oui. Bien, merci. Donc, et il me demandait de leur faire une espèce de synthèse pour répondre à la question, est-ce que le livre audio, c'est de la lecture? Et je dirais que déjà, le fait de poser la question, c'est étonnant. Mais ça ne l'est pas si on franchit la frontière. C'est-à-dire que si vous allez dans une librairie à Aix ou à Cologne, ou que vous allez aux États-Unis ou ailleurs, ou dans les pays scandinaves, vous allez voir que le rayon des livres audio est un rayon qui est 3, 4, 5, 10 fois plus important que celui très confidentiel de nos librairies francophones. Et donc, il y a à mon sens un potentiel de rattrapage en termes de livres audio dans le monde francophone.
parce que je crois que les nouveaux usages des récits que Björn évoquait impliquent par exemple des usages de l'audio. Quand j'ai voulu rassembler des études sur cette question, qu'est-ce que le livre audio, comment fonctionne-t-il, quelle forme d'attention requiert-il chez son lecteur, entre guillemets, eh bien, je n'ai trouvé aucune recherche en français. Il n'y avait que des recherches en anglais et en allemand. C'était significatif d'une espèce de décalage par rapport à des usages. Et la conclusion que donnaient globalement les recherches, c'était que le livre audio exige de l'auditeur, lecteur, une attention extrêmement forte, une concentration très particulière. Et donc, il y aurait dans le fait de prendre contact avec la littérature à travers l'audio, il y aurait quelque chose d'extrêmement exigeant par rapport à celui qui veut réceptionner sous cette forme. Et je crois que c'est très très intéressant à avoir à l'esprit. Parce que, en tant qu'enseignant, il m'arrive souvent de me plaindre des capacités de compréhension à l'audition des élèves du secondaire, qui sont, ça fait étonnant de parler de compréhension à l'audition dans sa langue maternelle, mais on peut faire l'essai de faire entendre quelque chose à des élèves et de leur demander ce qu'ils en ont compris et retenu. C'est absolument hallucinant. On ne travaille pas, je pense, assez dans l'enseignement les capacités de compréhension à l'audition, et je crois que tout se tient. C'est très juste, parce que c'est du langage écrit, et que de fait, c'est pas la langue orale, et donc forcément, et l'écoute, enfin la concentration, tout ça. Mais alors moi, je suis à fond pour les livres audio, enfin pour tout ça, là, il n'y a pas de problème. Je pense malheureusement qu'en fait, la francophonie, c'est parce qu'elle a sacralisé l'objet livre. Et on est responsable à fond de ça. Et c'est pour ça que les Allemands, les Américains sont bien plus en avance que nous, et qu'on devrait, nous, commencer à se poser un peu des questions sur pourquoi est-ce que cet objet-là, même vous dites, le MOOC, il existe en livre, et on sent quand même que cet objet-là vous fait quelque chose. Il est quand même déifié, quoi. C'est vrai. Ah, on va le faire en livre audio. Je pense pas que tu auras la même... voilà, c'est parce que c'est notre culture. C'est parce que, voilà, les grands écrivains français, il y a un truc, on est un peu chiant avec ça. Non, mais enfin, pénible, pardon. Ouais, j'ai envie de dire par rapport à l'ouvrage que nous avons justement beaucoup tenu à conserver des éléments interactifs qui étaient propres au format audio que nous avons voulu dans l'ouvrage. Enfin, pour moi, ça aurait été mais vraiment un très grand dommage d'abandonner les quiz, les exercices d'application qui font interaction avec le lecteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on importe dans le format livre, mais ça vient d'ailleurs, finalement, en quelque sorte. Et je crois qu'on peut voir qu'ici, on est sur deux formats qui ont chacun leur spécificité. Alors, je vais vous poser une question qui vient de Valérie Senti. Oui. Pour vous, c'est quoi un bon livre de jeunesse ? Oui, qui était posée dans le bouquin. Oui, c'est la question que j'ai quand même posée à toutes les éditrices qu'on a rencontrées. Je trouve que les critères de sélection, quand il y a une telle production, évidemment, c'est pour un enseignant, enfin même pour un parent, pour un bibliothécaire, etc., c'est la question piège. Pourquoi est-ce qu'on a choisi celui-là et pas un autre ? Et finalement, qu'est-ce qui fait la qualité d'un livre ? Mais là, je vais laisser Nathalie répondre. Non, moi, je ne suis pas éditrice. Pour de vrai, en plus, c'est vrai. Je ne choisis pas les manuscrits. C'est à moi que tu me la poses. C'est toi, oui. J'ai plusieurs casquettes, évidemment. Ça dépend pourquoi. Alors là, évidemment, on sent tout de suite derrière la prof qui parle et l'exploitation pédagogique, bien pénible, de la littérature, le fait d'en faire un objet didactique, un support. Oui, l'air de rien, il y a quand même ça. Donc c'est vrai que moi, quand je choisis un livre, d'abord pour moi, et que si je dois en parler dans mes cours, je veux deux choses. Je veux une histoire qui soit intense, vraiment, sinon les ados n'accrochent pas, voilà. La nouvelle vague, je crois, dans le roman pour ados, ça ne fonctionnerait pas. Donc une histoire intense et quelque chose dans la langue, quelque chose qui se passe dans la langue.
pas nécessairement une écriture compliquée, alambiquée, avec des phrases ataxiques, etc. Non, sûrement pas. Mais voilà, un style, quelque chose qui va faire en sorte que l'auteur ou l'autrice se différencie de la masse, en fait. Et donc ça peut être pour, voilà, je termine de lire les 3 romans de Flore Vesco, L'Estrange Malaventure de Mirella, merci Nathalie, et de Cap et de Meaux. Voilà, là je m'amuse vraiment, parce que dans L'Estrange Malaventure de Mirella, elle mime en fait une langue moyenâgeuse, donc elle s'est inspirée de Rabelais, de manuscrits médiévaux. Alors c'est vrai, par contre, Eva Sienne me l'a dit, hein, c'est quand même compliqué à lire. Alors je dis, mais oui, c'est vrai que c'est pas simple. D'accord, mais on peut de nouveau accompagner le lecteur et lui montrer le charme d'une langue qui est un peu travaillée, parce que ça reste quand même vraiment un roman pour ados. Donc moi je dirais, en tant que prof, casquette de prof, moi il me faut ces deux choses-là. Une histoire qui tienne en haleine, sinon on ne lit pas. Je pense que c'est même peut-être le critère numéro 1, qu'on ait envie de lire, que ça donne du plaisir et du divertissement, et quelque chose dans la langue. Il y a peut-être quand même un 3e critère que je donnerais, c'est l'honnêteté. On sent tout de suite quand un auteur ou une autrice jeunesse s'adresse à la jeunesse en tant que moralisateur. Et ça, les enfants et les ados, tout de suite, vraiment, ils rejettent complètement. Donc quand cette fibre-là est trop présente, pour moi, c'est pas un bon livre. Donc je dirais voilà, quelque chose d'honnête, d'intense et avec ce petit chouïa en langue. Moi, je vais rebondir sur Val. Donc, Valérie et moi, on est amis depuis presque 25 ans maintenant, et on n'est jamais d'accord sur les livres. Jamais, presque jamais. On les compte sur les doigts des mains, les livres qu'on a aimés en commun. Et donc, L'Estrange Malaventure de Mirella, moi, j'adore la littérature médiévale. C'est vraiment un truc, et je n'y arrive pas. Mais c'est un livre qui a des qualités indéniable, qui est travaillé, qui est super riche, super intéressant, vraiment. Mais pour moi, celui-là, ça ne rentre pas dans... Donc, c'est ça qui est à la fois très compliqué, c'est que qu'est-ce que c'est un bon livre? Qu'est-ce que c'est un bon livre de jeunesse? Mais c'est la même chose que qu'est-ce que c'est un bon livre, même pour adultes? Et là, Daniel va sûrement rebondir là-dessus, mais ça dépend tellement des gens, du caractère, des préoccupations, de tout, de comment on se voit, de comment on voit le monde. Donc, pour moi, c'est une question vraiment très difficile, et c'est la raison pour laquelle, moi, quand je conseille des livres aussi à mes enfants, ils sont jamais d'accord, ils trouvent toujours ça nul, ils n'ont pas envie, ou, allez, c'est très rare quand ils acceptent de les lire. C'est compliqué de conseiller des livres, vraiment. C'est un vrai métier, et c'est pour ça que on a reçu un petit message tout à l'heure, je vous fais juste un micro aparté, on a reçu un petit message sur les réseaux, et quelqu'un nous disait « Ok, moi j'ai une petite fille de 12 ans, elle adore ceci, ceci et cela, vous lui conseillez quoi ?» Je ne peux pas vous dire. C'est un vrai métier que vous devez demander à une libraire. Vous entrez dans une librairie, posez la question, parce que là, on va vraiment bien vous conseiller. Et si tu dois répondre pour toi, personnellement, qu'est-ce qui te fait lire un livre de jeunesse et ne pas le fermer? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Moi, je pense quand même que c'est un livre dont on sort transformé. On n'est pas tout à fait pareil avant et après, que ce soit par dégoût, ou que ce soit parce qu'on a eu peur, ou que ce soit parce qu'on a réfléchi, ou parce qu'on a transposé. Enfin voilà, je pense que la transformation, c'est quand même quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui a bougé dedans, au fond, et qui fait que le livre est bon pour cette personne-là. Et voilà. Mais je laisse Daniel... Moi, je voulais réagir au point de vue de Valérie qui adoptait le point de vue de l'enseignant. Je voulais juste peut-être signaler une de mes préoccupations depuis que je m'intéresse à la littérature pour la jeunesse. Je l'ai vu progressivement, en quelque sorte, intégré par l'école, récupéré par les enseignants pour des usages scolaires. Et je pense qu'il y a là un risque. C'est que en la didactisant, en la pédagogisant, on prend le risque de la déformer. Parce que je pense que souvent l'école déforme les genres et les œuvres dans sa manière de les aborder. On pourrait parler longtemps de la façon de voir le théâtre classique à l'école aujourd'hui dans quasiment la moitié des cas. C'est sous forme de papier. Donc c'est un texte mort.
Et ce que je crains, c'est que certaines formes qui sont extrêmement riches, extrêmement hybrides dans la littérature de jeunesse, soient en quelque sorte aplaties par les usages scolaires. Et donc je crois qu'il faut que les enseignants soient très attentifs à préserver le caractère hybride et multifacette des œuvres pour la jeunesse. Bravo. C'est vrai. Ça s'appelle l'école des loisirs. Mais... Et toi, Daniel, tu ne réponds pas à la question. C'est quoi pour toi un bon livre de jeunesse? Ouais. C'est sûr. Ça pourrait être... Pas de titre, ne triche pas. Ça pourrait... Ah si, je vais donner un titre. Voilà. Tu triches, je sais pas. Oui. Oui. Pourquoi? Non, je vois pas pourquoi. C'est la trilogie de Philippe Pullman. Non. Oui, c'est facile, hein, ça. Eh oui. Ça, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Alors, il n'a pas eu de chance, Pullman. Il a publié exactement en même temps que Rowling. Hein, je vais dire comme tempo, c'est peut-être pas le bon. Pourtant, il a fait dans le monde britannique, il a fait autant de ventes que Harry Potter. Simplement, la traduction est arrivée chez nous en même temps que la traduction de Rowling, et donc je dirais que son destin en a été assez touché, hein, affecté. Mais je pense qu'on a affaire, là, dans la trilogie de la poussière, comme on l'appelle, aussi à un véritable chef-d'œuvre. À la fois en termes d'imaginaire, mais en même temps en termes de valeurs véhiculées, de capacité de susciter des interrogations, des réflexions chez le lecteur. C'est une œuvre d'une puissance étonnante. Et tu étais toujours enseignant dans le secondaire? Tu as pu le proposer à tes élèves? Oui. Et il était bien reçu? C'est-à-dire que la fantasy, chez mes élèves à moi, c'était un genre qui pouvait rencontrer, je vais dire, les goûts de certains d'entre eux. J'avais des classes de garçons dans l'enseignement technique, donc voilà. Mais c'était pas, pour un certain nombre aussi, des lecteurs, au sens où on peut dire qu'ils se précipitaient dans les librairies. Mais c'est, je pense, quand même des textes qui fonctionnaient bien. Ok. Oui, non, on se demandait où on allait les manger après. Oui, non, pas du tout. Valérie est en train de me chuchoter à l'oreille qu'on était hyper pressés. On m'a demandé de faire la maîtresse du temps, toujours un ravissement. Donc voilà, il est 8h10. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut peut-être laisser des questions, sauf si tu es vraiment, tu brûles de nous poser une dernière. Oui, on va. Qu'est-ce que j'avais s'il y a des questions. Non, écoutez, voilà. Ok. On va quand même clôturer. Là, c'est quand même votre dernier moment, si vous voulez essayer de faire une promotion, remercier des gens. Je sais pas moi. Voilà, on se posait la question sur comment passer de la transition entre vous et votre public suspendu. Voilà, est-ce que vous avez un dernier mot à dire, individuellement ou pas? Oui. Moi, je voudrais dire que nous sommes tous les héritiers de Michel de Fourny. Voilà. Peu importe, hein, je ne le dis pas parce qu'il nous entendrait, mais s'il y a eu un cours de littérature pour la jeunesse à l'Université de Liège, c'est à cause de lui. Si la promotion de la littérature de jeunesse a été faite au ministère de la Culture, c'est par lui. Et je vais dire, si je suis là, c'est grâce à lui, et je crois que tous les quatre, c'est le cas. Et donc, s'il y a aujourd'hui un pôle de littérature jeunesse à Liège, c'est parce qu'il a fait un travail de pionnier. Il est très connu en France, puisque Nathalie en parlait tout à l'heure, mais je crois qu'il est peut-être pas assez reconnu à Liège. Voilà. Alors, on va peut-être enchaîner en remerciant un peu tout le monde. Donc déjà, merci à l'École des loisirs, merci à Maurice, à Nathalie et à toute l'équipe. À Manon Lalouel. Oui, Manon. Alison qui est là aussi. Qui n'est pas là. Et Alison qui est là. Mais vraiment, toute l'équipe, vous nous avez soutenus de manière admirable. Donc, sans vous, ça aurait été un autre travail. En plus, on a fait ça en pleine pandémie quand même. Donc, c'était parfois un peu sportif.
Merci à l'équipe des MOOC, qui a fait aussi un travail assez exceptionnel. Donc merci à l'université qui nous a d'une manière ou d'une autre soutenu, évidemment, parce que c'est l'université qui a mis en place ces MOOC. Merci à la Haute École Charlemagne qui a été là aussi pour nous soutenir depuis le premier jour, même si le projet pouvait leur sembler un tout petit peu fou au départ. On se souvient encore de la tête de notre directeur qui nous a regardé. Oui, si vous voulez. Mais, voilà, il ne comprenait pas trop de quoi on parlait, mais il a néanmoins dit oui. Donc. Il a néanmoins dit oui parce que tu as été très convaincante aussi. Donc, je ne sais pas, je suppose que je vais oublier encore plein de gens. Merci de tout cœur à Daniel, Valérie et Björn. Merci à Caro d'avoir accepté de faire cette présentation. Un dernier petit mot peut-être pour les libraires. Et je regarde les 2 libraires qui sont dans la salle, enfin, que je connais du moins. Parce que c'est vrai que, voilà, on parle de médiation, etc. Mais s'il n'y avait pas des libraires et des bibliothécaires, je pense que nous, parents, profs, etc., on serait quand même vachement bien embêtés. Ils font un travail de sélection incroyable, de lecture. Voilà, c'est leur mission, j'ai déjà dit 1000 fois. Mais donc, on sait, Caro et moi, pour avoir travaillé dans une librairie aussi, que c'est un boulot colossal, qu'il y a une masse, une production, etc., dans laquelle il faut quand même vraiment trier et s'y retrouver. Donc voilà, leur rendre hommage, n'est-ce pas ? Et moi, je voudrais juste tirer mon chapeau à vous 4. Enfin, évidemment, Vinciane et Valérie, on se connaît plus parce que c'est vrai, il y a plus de 3 ans, notre premier rendez-vous. Mais j'avoue qu'entre vos copies, vos cours, vos vacances, à chaque fois que vous nous rendiez les manuscrits, on vous donnait des dates limites quand même assez serrées. Ouais, je sais bien. Vous avez réussi à tout concilier. Et d'ailleurs, c'est vraiment formidable qu'il soit préfacé par Michel Desfourny et qu'il soit édité à l'École des Lettres et chez Pastel. Ça montre bien quand même réellement que ce livre-là n'aurait pas pu être fait par d'autres auteurs que 4 auteurs belges, professeurs comme vous l'êtes. Et que c'est ça aussi la force de ce livre, c'est de montrer comment la littérature jeunesse rayonne aussi au niveau européen. Et vraiment un grand, grand, grand merci. Vraiment. À vous 4. Alors, on va vous donner la parole. Et pendant que vous étiez en train de vous installer, on parlait justement avec Daniel un peu du MOOC. Et on se pose la question, est-ce que certains d'entre vous l'ont suivi, ce MOOC? Ok. Vous n'êtes pas obligé d'être allé au Vous êtes au moins allé voir, c'est bien. Et qu'est-ce que ça vous a appris? Ben ouais, mais bon, oui. Enfin, ça vous a donné envie de lire, en tout cas. Non. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ah, là, il y a une question. Ah, non. Ah oui, oui, oui. Il y a un micro qui arrive, je pense. Bonsoir à tous. Par rapport au MOOC, en fait, moi, il faisait partie intégrante du cours de M. Delbracine que j'ai suivi l'année passée. Et par le cours de M. Delbracine plus le MOOC, ça m'a permis en fait de redécouvrir la littérature jeunesse, parce que forcément, j'ai toujours été dans la lecture aussi, puisque je fais des études de lettres, c'était un peu le fil conducteur. Et il y a tout un tas de messages et tout un tas de rapprochements que je n'avais absolument pas captés en lisant quand j'étais plus jeune. Donc ça me permettait de redécouvrir des classiques que j'avais déjà lus, d'en découvrir des nouveaux que je ne connaissais absolument pas. Et c'était une ouverture que j'avais jamais pensée vers le monde. Et ça me permet de me re-questionner sur tout un tas de littérature, même adulte. Enfin, j'avais jamais fait ce rapprochement-là et cette question-là. Donc voilà, par rapport à ça, ça répond du coup un peu à votre question. Et juste une question par curiosité, vous allez en faire quoi? Ce qu'on voudra bien que j'en fasse, en fonction du métier que j'aurai l'occasion de faire. Je fais actuellement un master en métier du livre, d'où le cours de M. Delbracine. J'ai aussi suivi le cours de genre paralittéraire de M. Dezo. Et c'est un peu... Si j'ai l'occasion de pouvoir travailler dans la littérature jeunesse, ce serait fantastique, que ce soit en édition, que ce soit dans la librairie. Après, c'est moi aussi, dans mes réflexions personnelles et dans le questionnement quand je lis, ça a orienté mes lectures. Comme je disais, j'ai découvert des nouveautés que j'avais jamais lues.
Donc c'est plutôt, oui, c'est plutôt dans ce sens-là, et analyser un peu les livres que je lis, même pour adultes, avec cette approche de tiens, qu'est-ce que ça m'apporte, les questions que ça a suscité, comment est-ce qu'on peut faire des comparaisons, le côté transmédiatique qui a tendance à de plus en plus se démocratiser maintenant aussi, dû au numérique, dû au livre audio, toutes ces questions-là qui reviennent en permanence et qui animent finalement la vie littéraire actuellement, enfin je pense en tout cas selon moi. Donc c'est tout ça, c'est tout ce schéma de réflexion en fait. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Bonjour. Si je peux me permettre de rebondir sur la question de à quoi sert ce MOOC. Moi, la première fois que je l'ai suivi, c'est par pure curiosité, puis je l'ai suivi pour le cours de M. Delbracine. Mais moi, ça me permet, en tant que prof, de choisir les livres pour mes élèves. Parce qu'on se rend compte qu'il y a tout un tas de choses qui ne sont pas forcément, comme tu l'as dit, obvious, je trouve plus même en français. Mais ça permet aussi de connaître d'autres titres, déjà rien que ça. Et puis de choisir aussi les livres. Même, on a dans mon école une bibliothèque, section jeunesse et section degré supérieur, et de permettre de faire le lien entre les deux, parce que la littérature de jeunesse a tendance à s'arrêter en troisième, enfin chez nous en tout cas en troisième, et c'est assez triste de perdre en quatrième année tout ce patrimoine qui peut leur être utile en fait. Parce que du coup, vous enseignez devant des grands. Oui, 4, 5, 6. Ah ouais. Ça, c'est ça qui est génial ici, qui est tellement pas en France. C'est catastrophique, nous, parce que nous, au lycée, c'est que les classiques, quoi. La littérature contemporaine, elle a presque pas sa place. Et ici, c'est génial, ça. Bravo. Bravo, Ariane, bravo, tout ça, quoi. Non, mais c'est vrai, hein, vous êtes forts. Non, mais nous, on est sous le poids des Rousseau, enfin bref. Des grands classiques, quoi. Et on a des ministres qui vont aussi là-dedans, quoi. C'est un vrai problème. Même le Goncourt des lycéens, c'est jamais un livre de littérature. Enfin, à tout niveau, c'est terrible. Mais on se bat, mais vous nous montrez l'exemple. Donc c'est vraiment génial qu'on ait... Je pense pas qu'en France, sur la littérature jeunesse, on aurait des professeurs de lycée dans la salle. Vraiment. Je pense qu'on aurait des enseignants d'école maternelle, primaire, peut-être un peu de collège jusqu'à l'âge de 13 ans, mais après, on n'aurait pas grand monde. C'est pour ça aussi qu'on a publié à l'École des lettres, qui est notre organe, qui est vers les enseignants du lycée, pour essayer, voilà, de faire en sorte comme vous, quoi. Mais nous, on a beaucoup de mal. Qui enseigne au lycée, en secondaire ici? Oh, waouh! Ah ouais, c'est énorme. Qui enseigne en inférieur, donc à 2, 3, ouais. Et qui enseigne dans le supérieur, 4, 5, 6. Ah oui, vous êtes plus nombreux. Encore plus haut dans le supérieur haute école. Ah ouais. Ça, c'est les collègues. Ouais. Et merci d'être venus. Non, là, c'est un peu de la triche, hein, quand même. Là, c'est un peu de la triche. Là, c'est quand même... Le panel n'est pas représentatif. Vous seriez venu même si c'était pas nous. Hein. C'est pas sûr. Ah ouais. Ben oui. Pas poser la question. Qu'est-ce qui enseigne dans le fondamental? Ah oui, pardon, toutes mes excuses. Et à l'école maternelle? C'est le fondamental. Ok. Ouais. Nathalie, oui. Si je voudrais peut-être me permettre une explication, c'est-à-dire qu'il faut savoir que chez nous, en général, ce que vous appelez le collège et ce que vous appelez le lycée, chez nous, c'est au même endroit, en quelque sorte. Tandis qu'en France, il me semble que très souvent, les collèges et les lycées ont une organisation et même une implantation. Géographiquement, ça peut être le même lieu. Hein. Ah oui, parfois. Ouais. Enfin, c'est même à 70% le même lieu, quand même. Ah oui, quand même. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment parce qu'on est... Voilà. Idiot. Ouais. Oh, non. Enfin, non, mais idiot. On a le poids, voilà, des grands classiques et des du grands patrimoine. auteurs. Oui. Pardon ? La littérature patrimoniale. Oui, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas voulu que vous l'appeliez « Il était une fois » comme le MOOC était nommé, parce qu'en France, Il était une fois, c'est toujours justement le conte et les choses... et qu'on a du mal à s'arrêter... Enfin, du coup, le conte s'arrête vraiment à 8-9 ans, 10 ans. Voilà, et du coup, on voulait vraiment réussir à avancer en âge.
Vous allez nous le permettre, on va y arriver, hein? Pourtant, vous savez, j'adore raconter à mes étudiants des contes horribles. Il y a ici sans doute des gens qui peuvent en témoigner. Hein. Voilà, j'adore ça, des contes qui sont manifestement parfaits pour les enfants de 5 ans. Oui. Non, mais c'est la représentation du mot « il était une fois » qui rabaisse un peu l'âge du livre. Voilà. Il y a peut-être des questions. On parle trop. Bonjour. Moi, je suis arrivée en retard à la conférence, mais j'ai entendu plusieurs fois, en tout cas le temps que j'étais là, le nom de Michel de Fourny. Est-ce que vous avez évoqué le fonds qu'il a créé? Parce que Michel de Fourny est une exception à Liège et le fonds qu'il a créé est une exception en Belgique francophone, si pas en Europe. Le fonds qui porte son nom, Michel de Fourny, est situé en plein centre de Liège. Il est géré par une association qu'il a lui-même créée avec Chantal Session, les Ateliers du texte et de l'image, et qui est une association qui propose, au départ du fonds Michel de Fourny, tout un pan de médiation qui se traduit en exposition, en formation, en animation, en communication pour des professionnels du livre, de l'image, de l'enfance. On s'ouvre aussi progressivement au secteur psychomédico-social. On s'ouvre progressivement aussi au public de première ligne, donc pas seulement les professionnels, comme je viens de les citer, mais aussi un public de première ligne qui se décline en personnes en souffrance psychique, personnes issues de l'immigration. On les interpelle à travers des ateliers d'écriture. Voilà, Michel de Fourny a créé, avec Chantal Session, une association extraordinaire qui est accessible sur rendez-vous. Atelier texte-image, www.lezati.be. Et que tu gères, voilà, Brigitte. Donc voilà, Brigitte Van Den Bosch. Voilà. Moi, je voudrais ça, c'est pas important, mais en tout cas que l'association il y a beaucoup d'enseignants et le fonds, ici. Je voudrais ajouter, Brigitte, que vous avez, grâce à Michel, un fonds d'ouvrages exceptionnel. Ça, c'est en littérature que j'appellerais primaire, ça, c'est les œuvres. Mais vous avez aussi en littérature secondaire, c'est-à-dire les travaux critiques. Et là, vous avez énormément de choses. Et vous avez aussi des revues qu'on ne trouve parfois que chez vous, ici à Liège ou ailleurs. Et donc, je crois que c'est quand même important de savoir qu'on a là des ressources qui sont consultables et qui ne sont, par exemple, pas du tout présentes à l'université. La problématique de cette association, quand je vois tous les enseignants, tout le public qui lève la main, du fondamental au supérieur, là, la problématique de cette association, c'est qu'elle manque de ressources humaines. Donc, il n'y a qu'une personne qui travaille là-bas, une autre personne qui vient de rejoindre l'association. Mais donc voilà, il y a un problème de ressources humaines, tout simplement. Mais on est là pour répondre à vos questions, à vos besoins. On fait de l'aide à la recherche, pas seulement de la médiation, et de l'aide à la recherche aussi. Il y a quelques étudiants de M. Delbracine qui viennent, mais peut-être pas en suffisance. Mais voilà, si jamais la réponse ne se fait pas systématiquement et rapidement, c'est parce qu'on manque de temps et de ressources humaines, mais on est là. Voilà. N'est-ce pas, Tamara, qui venait ce matin même faire des recherches chez Arline Quist? J'ai été très bien accueillie. Ah voilà. Au fond, il y a une question. Bonsoir. Moi, je suis donc en dernière année bibliothécaire documentaliste. Ici, je fais mon stage au territoire de la mémoire. Et en parlant de littérature jeunesse, je me demandais quel était un peu votre incontournable pour vous. Et également, deux questions pour le prix d'une, votre personnage de littérature jeunesse insoumis. Qui va, enfin, pour faire le lien avec donc l'expo qu'organise les territoires de la mémoire en septembre. Mon insoumise, c'est Fifi Brin d'Acier. Moi, c'est Mademoiselle Sauf qui peut, Philippe Corentin. Moi, mon insoumise, c'est Lyra, des Royaumes du Nord de Philippe Pullman, dont Daniel a parlé tout à l'heure. Et mon préféré, c'est Chien bleu.
Mais vraiment, mon meilleur livre du monde. Oui, bah alors moi, mon préféré, je le rappelle encore une fois. Non, parce que tout à l'heure, j'ai pas eu le droit de dire c'était quoi mon livre préféré. Donc. Alors, Nathalie, je ne connais pas l'anecdote. Vraiment 2 minutes. Bon, quand justement je passais à la parenthèse, etc., un des premiers albums que j'ai lus à la parenthèse s'appelait La toute petite dame, Byron Barton, etc. Et j'étais tellement transportée par ce bouquin-là que je l'ai lu à tous mes amis. Mais vous connaissez ils étaient les pauvres, franchement les pauvres, oui, ils ont été saoulés par ça. Oui. Ah, oui. Oui, je les ai traumatisés. Mais elle n'est pas tout à fait insoumise. Pardon ? Elle n'est pas tout à fait insoumise. Non, ça c'était mon coup de cœur, etc. Mais je dirais un insoumis, on en parlait tout à l'heure, Nathalie, c'est Sauveur, je crois, dans la série Sauveur et fils de Mario de Muraille. C'est vraiment, moi, une série que je considère comme étant un vrai chef-d'œuvre aussi en littérature jeunesse. Et voilà, c'est un psychologue clinicien qui s'occupe de sa patientèle, c'est-à-dire il reçoit des enfants, des adolescents, des adultes dans son cabinet, et il essaye de les écouter d'abord, puis de les faire vivre, voire survivre avec toute son humanité. Donc voilà, moi c'est sauveur, c'est un insoumis, parce qu'il ne baisse jamais les bras finalement devant des situations parfois extrêmement difficiles. Mais je crois que la dame avait dit une insoumise, non ? Ah, ok, c'est moi qui ai entendu comme ça, du coup. Ok, super, Sauveur, oui, c'est... Avec le prix Hans Christian Andersen en prime. Oui. Donc pour Mario de Muraille. Donc ça, c'est évidemment une reconnaissance. Et toi, Caroline, c'est lequel ton livre, ton insoumis ? Oui. J'aurais dû réfléchir pendant que vous parliez. Björn va d'abord répondre. En fait, en littérature pour la jeunesse, on a vraiment le choix parce qu'il y a vraiment toute une espèce de filiation qui part du Krastignas, le fameux Struwwelpeter Peter allemand, Max et Moritz, etc. Et toute une série de personnages comme ça qui sont des personnages d'enfants terribles. C'est d'ailleurs un des clichés, des stéréotypes de personnages, c'est l'enfant terrible. Et on le retrouve tout au long de la littérature de jeunesse. C'est vraiment pour ça que demander des insoumis, je dirais que c'est très facile d'en trouver. Ça indique aussi que le portrait de l'enfant qu'on fait dans la littérature de jeunesse, c'est pas nécessairement celui de Martine. Oui, non, clairement. Moi, il y en a un qui me vient comme ça, vraiment là spontanément, c'est celui de, mais je ne me rappelle plus son prénom, dans avec un sorcier où il ne veut pas manger sa soupe là. Pierre. Ah, Pierre. Cornebidouille. Oh oui, Cornebidouille. Ah oui, c'est un vrai insoumis, lui. Jusqu'au bout, c'est vrai. Est-ce qu'on clôture ou est-ce qu'on prend une dernière question ou voire même une dernière réaction ? Vos insoumis à vous. Tout le monde a envie d'aller boire un verre. Ok, allons boire. Voilà, finissons sur ça. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup.